Bienvenue sur l'Écho des stars, où nous plongeons dans les recoins les plus sombres de la psyché criminelle, réelle et fictif. Imaginez un analyste en projection sanguine, un tueur en série qui opère pendant plus de 20 ans sans jamais être détecté. Maintenant, opposez-le aux fugitifs les plus recherchés par le FBI, des criminels traqués sans relâche par toutes les ressources fédérales. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la carrière meurtrière de Dexter Morgan se compare à celle des criminels figurant sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, et si ces méthodes lui auraient permis de rester libre si le bureau l'avait activement chassé. Restez avec nous, car une révélation inattendue sur la nature même de leur jeu vous attend. Commençons par la planification et la préparation. Dexter Morgan ne précipitait jamais un meurtre. Chaque cible était observée méticuleusement pendant des semaines, voire des mois, avant qu'il ne passe à l'acte. Tout au long de la série, Dexter a fait preuve d'une préparation obsessionnelle. Dans la saison 1, alors qu'il traquait le tueur au camion frigorifique, il a passé des semaines à analyser les scènes de crime et les schémas avant de découvrir que son propre frère biologique, Brian Moser, en était l'auteur. Dans la saison 4, Dexter a consacré plus d'un mois à étudier Arthur Mitchell, le tueur de la Trinité. Il assistait aux apparitions publiques de Mitchell, le suivait jusque chez lui et a même prétendu être un homme nommé Kyle Butler pour s'immiscer dans la vie de famille de Mitchell. Il a ainsi appris le mode opératoire de ce dernier, l'enterrement d'un jeune garçon, l'hémorragie d'une femme dans une baignoire, la poussée d'une femme vers sa mort et le meurtre d'un père de 2 enfants à coups de marteau. Dexter a suivi le travail caritatif de Mitchell dans le domaine de la construction à travers plusieurs États, a noté chacun de ses mouvements et n'a agi qu'après avoir obtenu des preuves accablantes que Mitchell méritait son sort, selon le code de Harry. Cette approche donnait à Dexter un contrôle total sur ses cibles. Il connaissait leurs horaires, leurs habitudes et leurs points faibles. Quand il passait finalement à l'action, ses victimes ne voyaient jamais rien venir. Cette préparation minutieuse éliminait toute précipitation, toute panique, toute erreur due à une action trop rapide. Son travail d'analyste lui permettait de comprendre les schémas de projection sanguine et les enquêtes criminelles, connaissances qu'il utilisait pour ne laisser aucune preuve derrière lui. Ces salles de meurtre prenaient des heures à être installées. Des bâches en plastique mesurées et scotchées, des outils nettoyés et organisés, des sédatifs dosés en fonction du poids corporel. Ce niveau de contrôle signifiait une chose capitale. Dexter avait du temps. Du temps pour observer, du temps pour planifier, du temps pour tout rendre parfait avant d'agir. Mais comment cela se compare-t-il aux fugitifs qui avaient des agents fédéraux à leur trousse, luttant simplement pour rester en vie? Les fugitifs les plus recherchés par le FBI, eux, n'avaient guère le loisir de planifier quoi que ce soit. Ils vivaient dans une panique constante, prenant des décisions en une fraction de seconde, tandis que les forces de l'ordre les traquaient partout. Ted Bundy, par exemple, s'est échappé 2 fois d'une prison du Colorado en 1977. La première fois, il a sauté par la fenêtre d'un tribunal pendant son audience. La seconde, il a scié le plafond de sa cellule, s'est faufilé dans des conduits d'aération et est tombé dans l'appartement d'un gardien. Après cette deuxième évasion, Bundy a volé des voitures, utilisé des cartes de crédit dérobées et tué 3 femmes supplémentaires en quelques semaines. Il s'effondrait. Toute planification avait disparu. La police l'a arrêté à Pensacola, en Floride, seulement 6 jours après le meurtre de Kimberly Leach. Il conduisait une Volkswagen coccinelle volée de manière si erratique qu'un policier l'a intercepté pour une simple infraction routière. Toute la planification méticuleuse qui avait rendu Bundy si dangereux avant son arrestation s'est complètement évanouie une fois qu'il était en fuite. Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, la planification cesse et la survie commence. Chaque choix devient une question d'immédiateté. Trouver de la nourriture, un abri, un moyen de se déplacer. Pendant ce temps, les agents fédéraux œuvrent à travers les États, traquent l'argent
et diffuse des photos dans chaque poste de police du pays. Eric Rudolph, le poseur de bombes du parc olympique, a passé 5 ans à se cacher dans les montagnes des Appalaches pour rester libre. Il a survécu en fouillant les poubelles, en volant dans des cabanes et en vivant dans les bois. Cela l'a empêché d'être capturé, mais il ne faisait que survivre. Il ne pouvait pas planifier. Il ne pouvait pas se déplacer librement. Il ne pouvait que se cacher. Dexter passait des mois à préparer chaque meurtre. Les fugitifs les plus recherchés passent des mois à essayer de se réveiller le lendemain sans menottes. Le vainqueur est donc Dexter. Une préparation minutieuse avec tout le temps du monde, contre des fugitifs contraints de prendre des décisions paniquées chaque jour. La planification l'emporte quand personne ne vous chasse activement. La préparation de Dexter lui donnait le contrôle lorsqu'il définissait le calendrier. Cet avantage disparaît dès que quelqu'un commence à vous chasser. Ce qui nous amène à la prochaine grande différence, les ressources et le soutien. Seul par conception contre les réseaux criminels, Dexter Morgan menait une opération entièrement indépendante. Pas de complices, pas de contacts criminels, pas d'aide extérieure qui pourrait le trahir ou laisser des traces. Dès le tout premier épisode, Dexter travaillait seul. Il n'avait pas besoin de blanchisseurs d'argent, de planques ou d'amis criminels. Sa vie normale lui donnait tout. Un vrai salaire du Miami Metro, un appartement à son nom, un bateau pour se débarrasser des corps. Dans la saison 2, lorsque Lila West a tué des dizaines de personnes dans cette cabane des Everglades, Dexter ne l'a pas remerciée. Il l'a complètement écartée parce qu'elle était devenue un problème qu'il ne pouvait pas contrôler. Lorsque son frère Brian a voulu qu'il fasse équipe lors du final de la saison 1, Born Free, lui proposant de tuer ensemble, Dexter a plutôt tué Brian. Le code de Harry l'exigeait, et les partenariats signifiaient des vulnérabilités. Et Dexter connaissait bien le sang. Il a vécu à Iron Lake pendant près de 10 ans sans le moindre partenaire, maintenant sa couverture de Jim Lindsay grâce à un emploi régulier et en s'intégrant à la communauté. Pas de partenaire signifiait pas de trahison. Dexter ne s'est jamais inquiété que quelqu'un se fasse arrêter et passe un marché. Il n'a jamais craint qu'un partenaire ne parle. Il contrôlait toutes les informations parce qu'il était la seule personne à les posséder. Cette autonomie totale s'étendait à ses meurtres. Il n'avait pas besoin d'acheter des armes intraçables ou d'engager des spécialistes. Il travaillait dans la police scientifique, ce qui lui donnait accès au tranquillisant animal M99, des connaissances sur la façon de se débarrasser des corps et une compréhension interne du fonctionnement des enquêtes. Cependant, opérer seul signifie aussi des limites. Personne pour confirmer son alibi, personne pour l'aider si les choses tournaient mal, aucun réseau pour l'aider à disparaître si les policiers se rapprochaient. Ce qui nous amène à nous demander comment se sont débrouillés les fugitifs aidés par des organisations criminelles entières lorsque le FBI a décidé qu'ils devaient être capturés. Nombre de fugitifs parmi les plus recherchés par le FBI disposaient d'énormes réseaux criminels, de montagnes d'argent et de connexions internationales. Des avantages qui auraient dû les garder cachés pour toujours. James Whitey Bulger a passé 16 ans sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, avec environ 25 millions de dollars en espèces, de sérieuses connexions criminelles et des décennies d'expérience à la tête du crime organisé de Boston. Il n'a cessé de se déplacer, New York, Louisiane, Wyoming, Californie, utilisant de faux noms et payant tout en espèces. Son frère, William, était un puissant président du Sénat de l'État du Massachusetts. Bulger avait même des agents du FBI corrompus qui l'ont averti avant son inculpation en 1994, lui donnant le temps de fuir. Malgré tous ces avantages, le FBI l'a retrouvé à Santa Monica en 2011, après qu'un voisin a reconnu sa petite amie grâce à une campagne publicitaire du FBI. Oussama Ben Laden, lui, disposait d'un réseau terroriste entier pour le protéger, de maisons sûres au Pakistan et de fonds provenant des opérations mondiales d'Al-Qaïda. Le FBI, en collaboration avec l'armée et la CIA, l'a tout de même retrouvé après 10 ans. Les ressources et les réseaux ont offert à ces fugitifs des victoires à court terme, mais ces mêmes réseaux ont créé des points faibles. Chaque personne qui sait où vous êtes pourrait devenir un informateur.
Chaque mouvement d'argent peut être tracé. Chaque contact devient un risque. La petite amie de Bulger l'a trahi. Le coursier de Ben Laden a mené les agents à son complexe. Dès qu'un fugitif dépend d'autres personnes, il introduit des variables qu'il ne peut pas contrôler. Dexter n'a jamais eu ce problème, parce qu'il n'a jamais créé ses points faibles. Une fois de plus, le vainqueur est Dexter. Les réseaux criminels vous donnent des ressources, mais introduisent des failles fatales. L'indépendance totale de Dexter signifiait que personne ne pouvait le dénoncer, parce que personne ne savait rien. L'autosuffisance de Dexter l'a maintenu invisible, mais cela ne fonctionnait que s'il pouvait rester caché lorsque les forces de l'ordre commençaient à chercher. Voyons donc comment ces tactiques de dissimulation se sont avérées. Dexter Morgan savait que la meilleure cachette était celle qui se trouvait au grand jour. Un emploi ordinaire, une maison ordinaire, une vie ordinaire qui ne donnait absolument rien de suspect aux enquêteurs. Tout au long de la série originale, Dexter a maintenu une couverture stable. Il travaillait à la criminelle du Miami Metro, assistait aux réunions du département, se présentait sur les scènes de crime et aidait aux enquêtes. Dans la saison 3, il est devenu ami avec l'assistant du procureur de district, Miguel Prado, participant à des événements sociaux et tissant des relations qui rendaient son rôle de gars normal encore plus crédible. Il a épousé Rita Bennett, une mère célibataire avec 2 enfants. Et dans la saison 4, ils ont eu un fils ensemble, Harrison. Il a acheté une maison, payé un prêt immobilier, ses impôts, et figuré dans les registres publics comme un analyste légiste des plus ennuyeux. Même après avoir simulé sa mort lors de l'ouragan Laura à la fin de la saison 8, Dexter a reconstruit exactement le même type de vie à Iron Lake. Il travaillait à la boutique de pêche et de chasse de Fred, sortait avec la chef de police Angela Bishop et vivait dans une cabane où il connaissait ses voisins et participait à la vie de la ville. Cette approche a transformé une vie normale en une arme. Les enquêteurs recherchent des schémas étranges. Des personnes qui paient toujours en espèces, évitent les caméras, se déplacent constamment, n'ont pas d'historique de travail. Dexter ne présentait aucun de ces signaux d'alarme. Il existait dans toutes les bases de données exactement comme il le devait. Son compte bancaire montrait des salaires réguliers provenant d'emplois réels. Ses déclarations de revenus correspondaient à ce qu'il déclarait gagner. Ses réseaux sociaux, à peine présents mais existants, montraient un père de famille de banlieue ennuyeux. Lorsque le Miami Metro a enquêté sur le boucher de Bay Harbor dans la saison 2, Dexter était assis dans la pièce, aidant à résoudre l'affaire. Il examinait les preuves, suggérait des théories et aidait à établir le profil du tueur lui-même, tandis que l'agent spécial Frank Lundy dirigeait le groupe de travail fédéral. La brillance était simple. Si vous ressemblez à tout le monde, personne ne vous regarde. Mais qu'en est-il des fugitifs qui ne pouvaient pas se fondre dans la masse parce que leur visage était affiché sur des avis de recherche dans chaque poste de police et bureau de poste à travers l'Amérique? Lorsqu'une personne figure sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, se fondre dans la masse devient impossible. Son visage est partout, la poussant à un isolement total et à une fuite constante. Robert William Fisher aurait tué sa femme et ses 2 enfants à Scottsdale, en Arizona, en 2001, puis aurait fait exploser la maison avant de disparaître. Le FBI l'a placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées en 2002. Malgré des signalements à travers l'ouest des États-Unis et le Mexique, Fisher n'a jamais été retrouvé. Le FBI pense qu'il est probablement mort dans la nature sauvage, mais sa disparition a nécessité qu'il se coupe complètement de la société. Il ne pouvait pas trouver d'emploi, louer un logement, ni utiliser son vrai nom pour quoi que ce soit. Ted Bundy, après son évasion de 1977, a tenté de se fondre dans la masse à Tallahassee, en Floride, utilisant une carte de crédit volée et vivant dans une pension bon marché. En quelques semaines, sa photo avait été suffisamment diffusée pour que des gens le reconnaissent, le forçant à rester en mouvement. La police l'a arrêté peu de temps après. La liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI est transmise à environ 18 000 agences d'application de la loi. Les photos sont affichées aux postes frontières, dans les aéroports, les gares routières, les hôtels. La couverture médiatique sensibilise tout le monde. Cette publicité rend une vie normale impossible. Vous ne pouvez pas entrer dans une banque, louer un appartement
ou remplir une demande d'emploi sans risquer que quelqu'un vous reconnaisse. Éric Rudolph a survécu 5 ans dans les montagnes des Appalaches en évitant presque entièrement les gens. Il vivait de ce qu'il pouvait voler et glaner. Un jeune policier de Murphy, en Caroline du Nord, l'a arrêté en 2003, fouillant une benne à ordures derrière un supermarché Save-A-Lot à 4 heures du matin. 5 années de cachette parfaite se sont terminées parce qu'il avait besoin de nourriture. Dexter allait travailler tous les matins dans un poste de police. Les fugitifs les plus recherchés ne pouvaient même pas aller à l'épicerie sans risquer le tout pour le tout. Donc, une fois de plus, notre vainqueur est Dexter. Mener une vie normale au vu et au su de tous, contre être contraint à la clandestinité avec son visage sur chaque avis de recherche. La visibilité l'emporte quand vous n'êtes pas réellement traqué. Se cacher à la vue de tous ne fonctionnait que parce que Dexter n'a jamais déclenché la seule chose qui détruit l'anonymat. Ce qui nous amène à la question de savoir comment l'attention des forces de l'ordre est d'abord activée. Dexter Morgan ciblait spécifiquement des personnes dont la société ne remarquerait pas l'absence. Des tueurs qui échappaient au système judiciaire, des criminels déjà cachés des forces de l'ordre. Le code de Harry était précis. Ne tuer que des personnes coupables de meurtre qui ont échappé à la justice légale. Tout au long de la série, les cibles de Dexter étaient des trafiquants de drogue, des pédophiles, des tueurs en série et des criminels violents. Dans la saison 2, lorsque des plongeurs ont accidentellement découvert son cimetière sous-marin au large de la côte de Miami, ils ont récupéré 18 corps démembrés. Chacun d'eux appartenait à un criminel connu, des personnes ayant des antécédents, des personnes qui avaient échappé aux poursuites, des personnes qui avaient glissé à travers les mailles du filet juridique. Lorsque le FBI l'a surnommé le boucher de Bay Harbor et a lancé une enquête massive, dirigée par l'agent spécial Frank Lundy, ils ont établi un profil. Mais ils ont eu du mal avec le mobile, car les victimes étaient elles-mêmes toutes des criminels violents. La sélection des victimes était d'une ingéniosité stratégique. Personne ne cherchait ces personnes. Lorsqu'un trafiquant de drogue disparaît, d'autres criminels ne déposent pas de rapport de personnes disparues. Lorsqu'un tueur qui a échappé à une accusation de meurtre disparaît, les détectives ne lancent pas d'enquête. Le nombre de victimes de Dexter pouvait augmenter parce qu'il retirait des individus d'un monde qui opérait déjà dans l'ombre. L'enquête sur le boucher de Bay Harbor n'a eu lieu que grâce à une découverte accidentelle. Des plongeurs à la recherche de trésors sont tombés sur son lieu de décharge. Sans cet accident, les victimes de Dexter seraient restées portées disparues indéfiniment. Comparez cela aux fugitifs dont les crimes étaient si publics, si violents, si impossibles à ignorer que les forces de l'ordre n'ont eu d'autre choix que d'en faire des cibles prioritaires. Les fugitifs les plus recherchés par le FBI commettaient généralement des crimes si publics et si dévastateurs que les forces de l'ordre ne pouvaient les ignorer, même si elles l'avaient voulu. Éric Robert Rudolph a bombardé le Centennial Olympic Park pendant les Jeux olympiques d'Atlanta en 1996, tuant une personne et en blessant 111 autres. L'attaque a eu lieu lors du plus grand événement sportif mondial, avec une couverture médiatique internationale. Le FBI n'a eu d'autre choix que d'en faire une priorité. Il a été ajouté à la liste des 10 personnes les plus recherchées en 1998 et capturé en 2003. Timothy McVeigh a bombardé le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah à Oklahoma City en 1995, tuant 168 personnes, dont 19 enfants. L'explosion a détruit le bâtiment et endommagé 324 autres structures dans un rayon de 1,6 km. La chasse à l'homme pour McVeigh a impliqué toutes les agences fédérales. Il a été capturé dans les 90 minutes suivant l'attentat, lors d'un contrôle routier de routine. Mais s'il s'était échappé, le pays entier l'aurait traqué. Ces crimes exigeaient une réponse fédérale. Des attentats à la bombe publique, des pertes massives, des attaques qui ont fait la une des journaux nationaux.
les forces de l'ordre n'ont pas détourné le regard. L'ampleur et la visibilité ont forcé l'allocation de ressources. Lorsque Ted Bundy s'est évadé et a tué 3 victimes supplémentaires en Floride, dont Kimberly Leach, âgée de 12 ans, la couverture médiatique a été massive. Sa photo est apparue partout. Des témoins se sont manifestés. Les informations ont afflué. Le FBI a créé un profil et l'a placé sur la liste des 10 personnes les plus recherchées. Il a été capturé en quelques semaines. Dexter a tué plus de 135 personnes sur plus de 20 ans. Jusqu'à cette découverte accidentelle dans la saison 2, personne ne savait même que ces personnes étaient mortes, et encore moins qu'elles avaient été assassinées par la même personne. Donc, une fois de plus, notre vainqueur est Dexter. Choisir des victimes invisibles que personne ne recherchait, contre commettre des attaques publiques qui forcent une réponse massive des forces de l'ordre. L'invisibilité l'emporte sur l'infamie, quand l'objectif est de rester libre. Alors, qu'en pensez-vous? La sélection des victimes de Dexter aurait-elle pu le maintenir hors du radar des forces de l'ordre pour toujours? Ou la technologie moderne l'aurait-elle finalement rattrapé de toute façon? Dexter Morgan a tué pendant plus de 20 ans. Il opérait au sein d'un département de police, entouré de détectives d'homicide, et personne ne le soupçonnait. Il avait construit un système qui fonctionnait. Il suivait le code de Harry. Il restait invisible. Les fugitifs les plus recherchés opéraient sous le poids total des chasses à l'homme fédérales. Des photos distribuées à des milliers d'agences, des récompenses massives offertes, une couverture médiatique maintenant leur visage dans la conscience publique. Des ressources mobilisées spécifiquement pour les trouver. La comparaison semble simple jusqu'à ce que vous réalisiez que nous mesurons 2 jeux complètement différents. Dexter a réussi parce que personne ne jouait contre lui. Ses victimes étaient des personnes que la société avait déjà abandonnées. Ses méthodes laissaient un minimum de preuves. Sa vie de couverture était si parfaitement ordinaire qu'elle fonctionnait comme un camouflage actif. Il avait le temps de planifier, des ressources issues d'un emploi légitime et la liberté d'opérer sans que personne ne le traque activement. Les fugitifs les plus recherchés ont échoué parce que le système entier s'est activé contre eux. Leurs crimes étaient trop publics pour être ignorés. Leurs visages sont devenus reconnaissables à l'échelle nationale. Leurs ressources, aussi vastes soient-elles, n'ont pas pu surmonter une poursuite fédérale coordonnée. Whitey Bulger avait 25 millions de dollars et 16 ans d'expérience à échapper à la capture. Le FBI l'a quand même retrouvé. Eric Rudolph a survécu dans la nature sauvage pendant 5 ans. Un jeune policier l'a quand même attrapé en train de fouiller les poubelles. Voici ce qui rend cette comparaison injuste. Si Dexter avait commis des crimes qui l'auraient placé sur la liste des personnes les plus recherchées, des attaques publiques, des victimes de haut profil, de la violence, générant une couverture médiatique, il aurait été capturé en quelques mois. Son visage aurait été partout. Son expertise médico-légale ne l'aurait pas aidé une fois que chaque policier en Amérique l'aurait recherché. Sa couverture de vie normale se serait effondrée dès que sa photo aurait fait la une des journaux. Mais si les fugitifs les plus recherchés avaient opéré avec la méthodologie de Dexter, sélection minutieuse des victimes, planification méticuleuse, années de préparation, ciblant des personnes que personne ne recherchait, il n'aurait peut-être pas du tout figuré sur la liste. Le secret de Dexter n'était pas d'échapper au FBI. Il s'assurait qu'il ne savait même pas qu'il existait. Son génie était de rester si loin sous le radar que personne n'a jamais pensé à lever les yeux. Les fugitifs sur la liste des personnes les plus recherchées ont déclenché la machine. Dexter a compris comment éviter de la déclencher complètement. Appeler cela un combat équitable serait une blague. Il joue à 2 jeux entièrement différents. Un groupe fuyait la force d'investigation la plus puissante du monde. L'autre la croisait tous les matins avec une tasse de café et un sourire. Cette analyse révèle à quel point la discrétion est une arme redoutable.